Tout de suite, on va passer donc, au professeur Philippe Maury, donc, qui est cardiologue, rythmologue au CHU de Toulouse, à Rangueil, qui va nous parler du syndrome du QT long. Philippe, merci beaucoup d'être avec nous en visio aujourd'hui. Tu nous entends? Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, et en plus, on te voit. Enfin, moi, je te vois dans l'écran de retour, mais pas encore là. C'est parfait. Alors, bonjour et merci Frédéric de m'avoir invité à cette journée d'information. Alors, je voulais juste répondre aux deux dernières questions qui sont très importantes de la part des auditeurs. C'est qu'en fait, on est en train de faire des cartes d'urgence au niveau de la filière pour chacune des pathologies héréditaires dont on parle aujourd'hui. Et tous les patients auront sur eux une carte d'urgence où il y aura l'essentiel des choses à connaître pour tout médecin qui les prendra en urgence pour autre chose. Et il y aura un QR code qui sera capable donc d'aller directement sur le site de la filière pour récupérer toutes les informations importantes et notamment la liste des médicaments contre-indiqués. Je pense que ça répond aux deux dernières questions. Merci beaucoup pour ces précisions. Voilà, donc je vais partager l'écran. Alors, pendant que tu partages l'écran, il y avait une autre question sur le chat d'un des topos, sur les topos avant. Est-ce qu'on peut rester avec une sonde seule sans boîtier de défibrillateur? La réponse est oui. C'est parfois, pour X raisons, on ne souhaite pas enlever la sonde parce que ce n'est pas anodin non plus d'enlever la sonde. Donc, on peut capuchonner la sonde et ce qu'on appelle abandonner la sonde. Donc, il se peut, dans certaines circonstances, qu'il y ait des sondes qui ne soient pas reliées. Vas-y, on voit. Ouais, c'est parfait. Vous avez tout? Vous avez l'image? Ouais. OK. Ouais. Donc, moi, je vais vous parler du QT long congénital, qui est une pathologie héréditaire rythmologique assez fréquente, entre guillemets. Historiquement, ça a été décrit dans les années 50 par des auteurs dont on a gardé le nom dans la littérature, qui s'appellent Jervell ou Lange Nielsen ou Roman Howard, peu importe. C'est des auteurs qui avaient décrit des enfants qui avaient des convulsions, notamment lors des phases d'effort ou de contrariété, dans des émotions, et ils avaient un QT très long et ils avaient ce qu'on appelait des torsades de pointe, sur lesquelles on va revenir. C'est les premières descriptions donc, du QT long. Alors, le problème du QT long, c'est surtout pour nous un problème de définition et de diagnostic. Vous allez voir que ce n'est pas toujours très facile. Quand on prend tous les patients qui ont des mutations sur les gènes impliqués dans les QT longs et qu'on regarde leur QT, on s'aperçoit qu'en fait, il y en a un quart qui ont un QT malheureusement encore normal. Donc, au sein des populations avec un QT normal, il y a des QT longs déguisés, et c'est tout le problème du diagnostic. Alors, il y a des recommandations pour le diagnostic du QT long. Je vais vous les traduire, c'est des recommandations internationales, c'est pour ça qu'elles sont en anglais. En pratique, on va regarder la taille du QT, ça c'est sûr. On va regarder s'il y a des anomalies de morphologie de long T sur le CG. On va regarder si les patients ont un rythme cardiaque un peu trop lent pour leur âge, s'ils ont des symptômes et s'il y a des QT longs dans la famille. On va faire une espèce de score, on va calculer des points et si le score est au-dessus de 3,5, eh bien on a très probablement un QT long. Si par contre il est en dessous de 3,5, ce n'est pas exclu de ne pas avoir de QT long. Et on va ensuite regarder tout simplement s'il y a des mutations dans la famille, s'il y a des mutations chez le patient lui-même, et dans ce cas, c'est bien sûr un QT long, et si le QT est supérieur à 500 ou 480 millisecondes. C'est un petit peu les limites de ces définitions. On laisse passer quelques QT longs, on va dire peu visibles, frustes, dans la population générale, mais en général, la sensibilité et la spécificité est assez bonne de ces diagnostics. Alors, comment on mesure le QT? Ça, c'est aussi un problème de pratique clinique pour le cardiologue. Ce n'est pas toujours très simple. On mesure le QT sur le CG entre le début du QRS et la fin de long T, et on va surtout le corriger. En fait, le QT varie avec la fréquence, donc il est illusoire de vouloir donner une valeur absolue puisqu'elle va dépendre de la fréquence. Donc, on va ramener cette valeur de QT à une fréquence de 60 par minute. Et ça, c'est la formule de Bazet qui nous le donne. Et on va diviser ce QT par la racine carrée, c'est un peu technique, de la durée entre deux battements cardiaques. Et ça nous permet d'avoir un QT corrigé par la fréquence qu'on va pouvoir comparer d'un patient à l'autre ou du même patient et qu'on va pouvoir comparer aux valeurs normales. Et la valeur normale, c'est d'être inférieur à 440 millisecondes, voire 460 millisecondes, selon les auteurs, selon le sexe aussi. Et ça, c'est la valeur normale. Alors, ce n'est pas un diagnostic très facile, le QT long. On avait participé il y a une dizaine d'années à une étude
qui visait à tester un peu les médecins de différentes spécialités avec des tracés qui étaient des tracés ECG de QT long ou de patients normaux, mais qui étaient des tracés qui étaient assez difficiles. Et on s'aperçoit que faire un diagnostic correct d'un QT long sur un ECG, eh bien, c'est fait par moins d'un médecin sur deux, cardiologue ou non cardiologue, et c'est fait par plus de 80% heureusement des rythmologues. Mais si on additionne ces tracés compliqués, on s'aperçoit que pour avoir tout juste, en fait, il n'y a que 6 rythmologues sur 10 qui le faisaient tout juste à l'époque, et que c'était moins d'un quart des médecins cardiologues ou non cardiologues, mais non rythmologues. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas toujours facile. Il y a parfois des diagnostics difficiles, et c'est pour ça que, comme Frédéric vous l'a dit, on se réunit parfois au niveau de la filière, on échange des informations, des tracés, pour reprendre l'avis des uns et des autres, parce que parfois, c'est vraiment difficile. Et quand c'est compliqué, eh bien, on peut s'aider de différentes choses. Et c'est pour ça que quand vous avez un QT long, on va vous soumettre, entre guillemets, à différents types de manœuvres. Hein, on peut faire une épreuve d'effort et on enregistre le CG en récupération d'épreuve d'effort. Et on sait qu'en récupération d'épreuve d'effort, à la 4e ou 5e minute, eh bien, on va avoir une fréquence cardiaque qui a diminué suffisamment pour pouvoir corriger le QT en fonction de la formule dont je vous ai parlé. Et en récupération d'épreuve d'effort, eh bien, si on a un QT corrigé allongé, c'est une très bonne valeur pour un diagnostic de QT long, puisque chez le sujet normal, ça ne va pas s'allonger. On peut faire la même chose avec le CG en position debout, le CG pendant qu'on vous pose des questions, vous devez répondre, ou le CG pendant une expiration forcée à glotte fermée. Tout ça, c'est des manœuvres qui augmentent le tonus adrénergique et qui vont permettre de dévoiler certains QT longs qui étaient mal visibles sur le CG de base. Et puis, parfois, on utilise des tests médicamenteux, comme l'adrénaline, qui est capable aussi d'augmenter la durée de la repolarisation. Alors, l'épidémiologie du QT long, ce n'est pas très rare, c'est 1 sur 2000 naissances, hein, et bon, il y a des choses un peu plus fréquentes, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. C'est transmissible, donc c'est pour ça qu'il va falloir absolument faire l'enquête familiale, mais ça, vous en êtes tous persuadés actuellement. Le premier événement clinique en général dans le QT long, c'est dans la première partie de la vie, avant 40 ans, souvent c'est l'enfance, l'adolescence, les adultes jeunes, et c'est le plus souvent pendant une activité physique ou une émotion. C'est responsable, et Jocelyn vous l'a dit, d'un certain nombre de morts subites, même si c'est mineur dans l'ensemble des morts subites, mais chez les sujets jeunes à cœur sain, c'est quand même une part importante de morts subites. Alors, comme on le voit sur le CG, eh bien, on voit tout d'abord souvent que les gens ont une bradycardie sinusale, c'est-à-dire un rythme sinusal normal, mais un peu lent pour leur âge. Et ça, c'est un petit signe qu'il faut avoir en tête et qui souvent nous met la puce à l'oreille. Et puis, on va avoir des anomalies de la repolarisation. Le QT va être allongé, mais surtout, la repolarisation va être très perturbée. Et on a des signes qui vont nous permettre de diagnostiquer le sous-type du QT. Le risque du QT long, c'est ça. Le risque du QT long, c'est de faire ce qu'on appelle des torsades de pointe. Alors, qu'est-ce que c'est que le mot torsade de pointe? Ça décrit dans la littérature un aspect de tachycardie, donc du ventricule, qui est responsable de syncope, voire qui peut, s'il dégénère en arrêt cardiaque, responsable donc de mort subite, et qui est caractérisé par une rotation de l'axe électrique. C'est un peu compliqué, mais la morphologie change de battement à battement progressivement dans chacune des dérivations pour finalement revenir à sa morphologie initiale. Elle passe de positive à négative, à revenir à positive. C'est pour ça qu'on l'appelle torsade de pointe, et elle est assez spécifique des arythmies du QT long. Alors, dans le QT long congénital, il y a une certaine hétérogénéité génétique. À peu près, actuellement, on est capable de retrouver 70% des patients avec une mutation. C'est-à-dire qu'il y a encore 30% des patients pour lesquels on ne connaît pas les mutations malgré tous les progrès de la recherche. Dans ces 70% avec mutation connue, il faut imaginer que 90% vont toucher 3 gènes essentiellement et que tout le reste sont des formes extrêmement rares qu'on connaît beaucoup moins. Et ces 3 formes, c'est le QT long de type 1, 2 et 3, dont je vais parler un peu plus abondamment. Donc, le QT long de type 1, c'est à peu près 50% des formes pour lesquelles on connaît les mutations. C'est des mutations sur un gène qui s'appelle KCNQ1, peu importe son nom, qui code pour un canal électrique qui est responsable de la sortie du potassium de la cellule, qui va permettre la repolarisation. Et quand ce canal potassique de sortie du potassium est malade, eh bien, ça donne un QT long. Et ce sont des patients qui ont un aspect ECG
un peu comme celui que je vous montre, avec une onde T, un QT long, et une onde T qui est assez ample, avec une base d'implantation assez large, et qui font, et c'est assez spécifique, des arythmies uniquement à l'émotion ou au stress, et notamment pendant la natation. Le QT long de type 2 est assez fréquent également, c'est à peu près 30 à 45% des QT longs génotypés. C'est aussi une mutation sur un autre canal potassique. Là, cette fois-ci, l'onde T n'est pas à base large et ample, elle est plutôt aplatie, crochetée. Et les arythmies, dans ces cas-là, ne sont pas toujours à l'exercice ou lors des émotions, mais parfois au repos, et assez spécifiquement déclenchées par des stress, notamment des stress sonores, du bruit brutal, comme la foudre par exemple, ou une sonnerie de téléphone. Les QT longs de type 3 sont beaucoup plus rares, c'est 5 à 15% des formes connues, génotypées du moins. Et ça, c'est une mutation sur le canal sodique. Et ça donne un aspect très particulier. Vous avez une onde T qui est plutôt positive, assez ample, symétrique, et puis qui est située à distance du QRS. Les arythmies sont assez spéciales. Dans ce cas-là, les événements rythmiques surviennent plutôt au repos et dépendent plutôt d'un cœur lent que d'un cœur rapide. Une forme aussi qui est un peu plus rare, mais qui n'est pas exceptionnelle, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Andersen, où là, vous allez avoir, avec le QT long, d'autres anomalies qui ne touchent pas que le cœur. Vous allez avoir parfois des paralysies périodiques, donc des phases où les gens vont perdre la motricité d'un bras, d'une jambe ou de musculaire avec aussi des malformations faciales au niveau des dents, au niveau des doigts, et c'est des arythmies un peu particulières. Parce qu'ils ont beaucoup d'extrasystoles ventriculaires, ils vont avoir un risque de morbidité probablement moindre, et ils ont un aspect ECG très particulier où vous avez un QT qui est à peu près normal, mais surtout après l'onde T, ce qu'on appelle une onde U un peu pathologique. Voilà, ça je suis pas sûr que là le QT long U, ça, les gens reconnaissent ça. Donc, mais en fait, ce qui est important, c'est ce que tu disais, c'est les circonstances quand ça se passe, quoi. Alors là, dans le syndrome d'Andersen, il n'y a pas de particulière, c'est surtout l'hypoxie qu'il faut éviter. Mais pour les QT1, 2, 3, c'est important, le mécanisme d'apparition des arythmies, par contre, est important. Alors, le pronostic et la stratification rythmique, alors, on a des séries historiques anciennes, à l'époque où on ne connaissait pas le traitement bêta-bloqueur, qui montraient que sans bêta-bloqueur, eh bien, alors on avait une mortalité importante annuelle, et qu'on sait maintenant que quand on est traité par bêta-bloqueur, eh bien, on a clairement une mortalité très nettement diminuée. Alors, il semblerait que le QT long de type 1 soit de pronostic un peu meilleur que les autres. Et on a une stratification, on sait différencier à peu près des populations qu'on va dire à très haut risque par rapport à des populations à bas risque. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la durée du QT, ça dépend du type du QT long, ça dépend aussi du sexe et de l'âge. Globalement, on pense que les accidents rythmiques surviennent un peu plus souvent chez le garçon avant l'adolescence et plutôt chez la fille après l'adolescence. Mais de toute façon, ceci n'est relativement peu important puisque, je vais vous en parler, le traitement, de toute façon, doit être à peu près dirigé vers tous les patients à peu près de la même manière et repose sur les bêta-bloqueurs. Donc, il y a une chose très importante dans la prise en charge du QT long, c'est la modification du style de vie. Une fois qu'on a un QT long, il va falloir faire certaines choses, il va falloir éviter les médicaments qui allongent le QT et vous allez avoir une liste qui est disponible sur certains sites internet. Je vous ai marqué l'adresse ici, qui sont disponibles surtout sur le site de la filière cardiogène. Donc, c'est des médicaments que vous ne devez pas prendre. Quand on a un QT long congénital, on ne doit pas prendre ces médicaments. C'est des médicaments très particuliers. C'est pas de l'aspirine, c'est pas du Doliprane, mais il y a une liste de médicaments qu'il faut connaître, qu'il faut avoir sur soi. Il faut éviter toute hypocalémie, toute hypocalcémie, tout déficit troubles ioniques importants, notamment éviter bien sûr les causes de ces hypocalémies, les vomissements ou les diarrhées, si cela est possible. Éviter les efforts physiques intenses, éviter la natation sans surveillance, pour le QT long de type 1. Pourquoi? Parce que le contact avec l'eau modifie le tonus neurovégétatif et favorise le risque rythmique dans ce cadre du QT long de type 1. Et puis dans le QT long de type 2, il a été dit qu'il faut éviter si possible. Alors, une question qui va de toute façon émerger, donc j'ai préféré faire des diapositives là-dessus, c'est la recommandation pour la compétition et le sport de bon niveau. Alors,
Il y a quelques années, c'était plutôt non. Il y avait un consensus global qui disait que comme le sport est pourvoyeur d'arythmie dans le QT long, il était hors de question de laisser les patients faire de la compétition ou une activité physique, on va dire, importante et majeure. Les choses ont un peu changé selon les recommandations américaines, puisque basées sur quelques études qui montraient que finalement, chez les sportifs de haut niveau, il n'y avait pas beaucoup d'accidents, peu ou pas d'accidents quand les patients étaient traités. Donc, il est dans les recommandations américaines autorisé à faire de la compétition chez les patients asymptomatiques depuis plusieurs mois, avec tout un tas de conditions sous traitement, avec un défibrillateur automatique externe à proximité et tout un staff entraîné à la réanimation. Donc, c'est des conditions qui ne sont pas très rassurantes quand même. Pour les Européens, c'est beaucoup moins clair. On nous dit que ces patients discuter au cas par cas de la possibilité ou pas de faire de la compétition. Globalement, en général, ça peut être discuté chez les patients parfaitement asymptomatiques, sans histoire familiale, avec des QT corrigés qui ne soient pas très allongés sous bêta-bloqueur. Donc, des conditions tout à fait particulières. Mais le principal du traitement pour le QT long, c'est le bêta-bloqueur. Ça, vraiment, il faut insister. C'est ce qui a permis vraiment la diminution très claire du nombre de syncopes, de symptômes et d'événements fâcheux. Les bêta-bloqueurs, c'est la dose maximale tolérée. C'est le plus souvent l'avlocardie, le propanol ou le Corgar, le nadolol. Il faut éviter plutôt l'athénolol et le métoprolol qui semblent un peu moins efficaces. C'est beaucoup plus efficace dans le QT long de type 1 que le 2. C'est même parfait dans le QT long de type 1. Si vous avez un QT long de type 1 et si vous êtes sous bêta-bloqueur et si vous ne prenez pas les médicaments contre-indiqués, logiquement, il ne peut pas vous arriver quelque chose. Pour le QT long de type 3, c'est beaucoup plus discuté. Il est beaucoup moins sensible aux influences adrénergiques. Et pour l'instant, c'est une décision au cas par cas. Voilà, donc ce qui est important aussi à savoir, c'est que même quand le QT est normal, chez les gens qui ont la mutation familiale, mais qui ont un QT qui reste normal, même à l'épreuve d'effort, par exemple, on sait que le risque n'est pas totalement nul. Il est beaucoup plus faible que si on a un QT long, certes, mais il n'est pas totalement nul. Et le fait de prendre un bêta-bloqueur peut être proposé à ces patients. Et en général, on pense qu'on diminue quand même leur risque, même s'il est faible. Et quand ça ne marche pas, quand les gens continuent à faire des syncopes sous bêta-bloqueurs, ce qui arrive, ce sont des formes plus graves, ou quand ils ont une contre-indication absolue au bêta-bloqueur, par exemple sur un asthme extrêmement sévère, ça peut arriver, eh bien, on peut leur proposer ce qu'on appelle une sympathectomie. C'est quoi une sympathectomie? Eh bien, c'est qu'on va dénerver, faire comme on fait avec les bêta-bloqueurs, mais de manière beaucoup plus efficace, en allant détruire des ganglions sympathiques de la chaîne sympathique dorsale qui est chargée d'innerver le cœur au niveau sympathique. Donc, ça se fait le plus souvent maintenant par vidéoscopie, donc par chirurgie mini-invasive, par des centres et des chirurgiens experts. Et ça permet donc d'obtenir un bêta-bloqueur permanent, un bêta-blocage permanent beaucoup plus efficace, même si l'efficacité n'est pas totale non plus. Et puis, il reste des patients qui, malgré tout ça, vont continuer à faire des événements sous bêta-bloqueur. Donc, des syncopes, malgré un traitement bêta-bloqueur, ce sont des formes qu'il faut prendre en charge de manière beaucoup plus agressive. Et ces patients, on va leur offrir la possibilité d'avoir un défibrillateur implantable. Donc, il y a déjà eu des communications là-dessus ce matin. Je ne vais pas y revenir, mais pour ces patients à risque, eh bien, on sait que ça va être très efficace, qu'ils ne vont plus faire d'épisodes graves, même s'ils peuvent avoir des chocs appropriés ou inappropriés, des arythmies. Et chez ces patients, il faut absolument garder le bêta-bloqueur. Le fait d'avoir un appareil ne doit pas faire arrêter le traitement, puisque sinon, ils vont refaire beaucoup d'arythmies. Voilà, donc en conclusion, sur le QT long, c'est une canalopathie, c'est une maladie électrique du cœur. Hein. Ce n'est pas comme la dysplasie où il y a une anomalie structurelle au bout d'un moment. Là, c'est vraiment purement électrique. Il n'y aura pas d'évolution vers une pathologie organique. C'est transmissible, donc importance de l'enquête familiale, bien sûr, importance du traitement bêta-bloqueur, et puis importance des modifications du style de vie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation très complète. Alors on est très en retard, mais si vous avez des questions, peut-être en attendant les questions, sur le chat, il y avait comment seront distribuées les cartes d'urgence dont tu as parlé, les patients devront-ils en faire la demande? Je n'ai pas la réponse.
pense pas qu'on va faire un envoi systématique à tous les patients. Non, je pense qu'on va faire un envoi à chaque centre de compétences qui, lui, va les remettre à la consultation quand il verra le patient. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais je n'ai pas la réponse. Oui, c'est ça le plus logique, soit envoyé au médecin qui voit, et puis quand on vous verra en consultation, bah, on vous donnera ces cartes. C'est plutôt ça, enfin, ça paraît le plus logique en tout cas. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une question? Non? Si, une question? C'est pas sur le Cuitélon, c'est sur le Brugada à nouveau. Ma question, elle était sur le... Tu entends, Philippe? Ça va. Ma question, elle était sur le Covid-19 et la vaccination. Puisque le Brugada, si j'ai bien compris, il y a une surveillance particulière de la fièvre. Je voulais savoir si la deuxième injection Covid sur les ARN messagers pouvait provoquer, ou en tout cas, est-ce qu'il y avait une inquiétude particulière à avoir sur la deuxième injection? Je suis loin d'être un spécialiste du Covid et de la vaccination. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a à peu près 2 on avait reçu un mail en disant que les Brugadas étaient considérés comme des populations particulières et devaient bénéficier de la vaccination. À l'époque où il y avait encore des vaccinations qui étaient réservées à certaines populations, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour le fait d'avoir une deuxième vaccination, si la première s'est bien passée, je pense que la réaction fébrile est quand même très très faible. Ouais, et ce qu'on recommande, c'est éventuellement de prendre du paracétamol en systématique 24-48 heures pour couvrir cette période-là, parce qu'on peut toujours avoir une petite réaction fébrile quand même. Ça peut arriver un petit syndrome pseudo-grippal, donc il ne faut pas hésiter à prendre un paracétamol là, pour encadrer cette deuxième injection, oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Philippe de t'être joint à nous.